C'est bon, Fred, c'est lancé l'enregistrement. Bonsoir, Yvol, bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Alors, nous allons écouter le candidat tranquille Salomon, qui a pour sujet la microfinance, un instrument du développement économique au regard de la réduction de la pauvreté locale. Hein. Il a eu comme directeur de mémoire le docteur Erol Elisabeth, et j'ai le plaisir de... Et comme rapporteur, il a le docteur Providence Christophe, d'accord? Et moi, j'ai l'honneur de présider cette séance. Alors, le candidat a 10 minutes pour présenter son travail. Après quoi, le rapporteur fera ses remarques. Et ensuite, s'il le faut, je vais ajouter quelques remarques après le président, après le rapporteur. Et son directeur de mémoire, à la fin, pourra, après les deux autres interventions, pourra faire les siennes, s'il le veut. Et nous, à la fin, le candidat devra répondre à toutes les questions qui lui seront posées. Voilà. Donc, Salomon, tu as 10 minutes pour présenter ton travail. Honorable Président, merci de m'avoir accordé la parole. Honorable Président, chers membres du jury, distingués invités, bonsoir. Voici un petit plan qui guide mon exposé. Mon travail de recherche se porte sur le sujet intitulé « La microfinance, un instrument du développement économique au regard de la réduction de la pauvreté locale ». La pauvreté est l'un des facteurs qui était toujours au cœur de la réflexion des économistes et des organismes. En matière de la lutte contre la pauvreté, la microfinance est l'un des outils utilisés à travers le monde. Par conséquent, depuis bien des temps, une bonne partie de la population haïtienne a été négligée par les institutions bancaires en raison de leur profil de vulnérabilité sur le plan économique. Donc, la microfinance, de part de sa mission, fait de certaines catégories leurs clients tout en offrant des crédits pouvant répondre à ses besoins en financement. Cependant, ça n'empêche pas qu'une incertitude de remboursement aurait dû exclure les gens extrêmement pauvres de la microfinance. Pour mener à bien ce travail de recherche, on a posé deux questions. Comment et à quelles conditions la microfinance contribue effectivement à la lutte contre la pauvreté? Quels sont les mécanismes à mettre en place pour répondre aux besoins financiers de la catégorie négligée? Pour appréhender mieux ces questions, on a établi deux hypothèses. Hypothèse 1, un système de crédit visant la création d'emplois et de richesses transforme le mode de vie de la population. Hypothèse 2, une politique de bien-être social bien cadrée par l'État peut soutenir les pauvres des pauvres exclus par les institutions de microfinance. Comme tout travail de recherche, on a déroulé notre travail autour de deux objectifs. L'objectif principal, c'est de rechercher les facteurs déterminant la réduction de la pauvreté locale par les institutions de microfinance. Et l'objectif secondaire, c'est d'analyser les conditions de financement des microfinances dans la lutte contre la pauvreté locale. Honorable Président et chers membres du jury, dans le cadre de cette étude, on a utilisé la méthode mixte, c'est-à-dire la méthode qualitative qui permet de saisir les nuances
et les complexités des interactions sociales et des dynamiques économiques auprès des répondants. Et la méthode quantitative, quant à elle-même, elle permet d'examiner l'impact de la microfinance sur la pauvreté à travers certains indicateurs numériques. Maintenant, voyons la structure des outils qu'on a utilisés pour la collecte des données. Un questionnaire a été utilisé pour mener l'enquête. Des discussions de groupe via WhatsApp ont été effectuées et des observations et des remarques ont été faites par l'analyse de certains documents et rapports. En termes d'échantillons, on a utilisé un échantillonnage au jugé, c'est-à-dire non probabiliste, qui permet de sélectionner les individus en fonction de leurs caractéristiques spécifiques et qui sont pertinents pour répondre aux questions de la recherche. 360 personnes ont été interrogées. Pour la vérification des hypothèses, on a posé une condition. Si les informations traitées correspondent aux questions de recherche à 60%, les hypothèses seront confirmées. Dans le cas contraire, elles seront infirmées. Honorable Président et les membres du jury, pour parvenir à ces résultats, on a 360 répondants, dont 298 femmes qui présentaient 83% et 62 hommes, soit un pourcentage de 7%. Selon les résultats de notre recherche, la majorité des prêts, soit 79%, sont octroyés principalement pour les activités génératrices de revenus. Voyons maintenant la perception des répondants sur l'accessibilité des services de la microfinance. Selon 14% des répondants, l'accessibilité est très facile. Pour 21,40%, c'est facile. Pour 40,05%, c'est passable. Et pour 21,40%, c'est difficile. Selon les informations figurant dans ce tableau, on peut observer que l'impact de la microfinance sur le revenu des micro-entrepreneurs augmente significativement pour 77% des répondants. Alors, bien entendu, 77 répondants, soit une représentation de 21,40%. Cependant, pour 252 autres répondants, soit 71,40%, ces revenus ont augmenté légèrement. Pour 26, qui représentent 7,20%, il n'y a aucun changement. Pour ce qui concerne la création d'emplois, selon les informations collectées, on a observé, grâce à la microfinance, il en existe 61 micro-entrepreneurs, soit une représentation de 17%, pour répondre aux besoins supplémentaires, ont embauché d'autres personnes. Par conséquent, honorable président et chers membres du jury, sur ce, la première hypothèse qui a été formulée. Ainsi, un système de crédit visant la création d'emplois et de richesses transforme le mode de vie de la population est confirmé. Voyons maintenant l'impact de la microfinance sur la réduction de la pauvreté. En fonction des résultats qui sont figurés dans ce tableau, il présente une analyse de la perception des clients concernant l'impact de la microfinance sur la réduction de la pauvreté à Jacmel. 15% des personnes interrogées ont estimé que la microfinance a fortement contribué à la réduction de la pauvreté de la communauté jacmelienne. De l'autre côté, 71% ont ressenti cette contribution, bien que ce soit un peu modéré. Dans l'ensemble, cela signifie que 86% des clients perçoivent un effet positif de la microfinance sur leur situation et celle des autres entrepreneurs.
et seulement 14% sont restés neutres en fonction de leur réponse et n'identifiant pas significatif. Cependant, honorable président et chers membres du jury, le service de crédit des microfinances, dans le but d'assurer leur viabilité, exige les clients une capacité de remboursement, ce qui rend l'accessibilité au crédit paraît un peu difficile pour certains, suivant le graphe de la figure 5. C'est pourquoi on ne sélectionne que les clients qui présentent potentiellement des idées ou des activités entrepreneuriales. À ce moment, une catégorie de la population reste sans aucun soutien financier, puisqu'elle ne possède absolument aucune garantie. Donc, une intervention étatique serait importante en conséquence. La deuxième hypothèse formulée, une politique de bien-être social bien cadrée par l'État peut être soutenir les pauvres exclus par les institutions de microfinance est confirmée. Comme tous les travaux de recherche, mon travail a certaines limites, telles que les contraintes au niveau de la méthodologie, l'échantillon est peu, les résultats ne présentent pas toutes les diversités de cette étude et les expériences des micro-entrepreneurs, et la nature de cette étude pourrait ne pas révéler la durabilité à long terme. En somme, cette recherche a montré que face à la question de la pauvreté, la microfinance est un outil capable d'apporter des changements significatifs dans le tissu socio-économique des communautés vulnérables. Et en termes de recommandations, du côté de la microfinance, il est suggéré de diversifier les produits et les services financiers en fonction du profil des clients et en fonction de la conjoncture. Et de renforcer également l'accompagnement et la formation au-delà du simple financement. Du côté de l'État, il est important pour que l'État mette en évidence ou de renforcer des programmes de transfert monétaire conditionnel ou des programmes de graduation qui ciblent spécifiquement les ultra-pauvres et les ménages les plus vulnérables, souvent laissés de côté par les institutions de la microfinance. Honorable Président, chers membres du jury, merci de votre attention. Maintenant, je suis à votre disponibilité pour les remarques et questions. Merci Salomon, merci pour ton exposé qui était relativement clair, que l'on entendait assez bien. Je te remercie pour ça. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole au rapporteur, le docteur Christophe Providence. Hein? Et puis, je verrai après ça si je passe la parole directement à ton directeur de mémoire ou si j'ai 2-3 questions à poser avant. Voilà, docteur Providence, tu as la parole. Merci, Monsieur le Président. Je commencerai par saluer et féliciter l'impétrant pour son travail. Et je salue également mon collègue, ça fait un moment. Hein? Heureux de te voir, cher Erol. Hein? Et vraiment, je sais que tu as vraiment dû te battre tout à l'heure, tu vas nous dire, hein, pour que l'étudiant puisse vraiment respecter les choses et finalement présenter son travail. Donc, merci pour cette collaboration. Merci pour ton travail. Alors, je rappelle à tous que vraiment un travail de recherche, tant qu'il n'est pas déposé définitivement dans la bibliothèque, ça reste vraiment un travail que l'étudiant a pour obligation d'améliorer. Et voilà pourquoi une soutenance, c'est l'occasion de rappeler les limites, de pousser l'étudiant dans ces derniers retranchements pour qu'il puisse se dépasser et améliorer son texte. Et voilà pourquoi on va faire, comme à l'accoutumée, des remarques, tant sur le plan de la forme et sur le plan du fond. Le travail est de qualité, même s'il y a des choses à améliorer. On demande à l'étudiant de prendre note et aussi de revenir sur l'enregistrement, puisqu'il y aura, l'enregistrement va être partagé un peu plus tard, et pour vraiment et compter sur son directeur pour améliorer son travail.
Alors, d'abord, il y a, sur le plan de la forme, au départ, je m'étais dit, ah, l'étudiant va respecter le canevas de l'IIS, mais bon, c'était sans compter sur cette tentation de faire comme, voilà, comme on veut, etc. D'abord, il faut respecter la police. On dit police, attention. Toi, si tu ne respectes pas la police, je ne parle pas des agents de police, mais dans son texte, déjà dès la deuxième page, remerciement, il utilise une police comme il veut, et puis le reste, on dirait que les remerciements ne font pas partie de son texte. Or, dans le canevas de l'IS, on dit clairement quelle police qu'on utilise. C'est Time New Romance. D'accord? Donc, il faut vraiment respecter ça et corriger ça. Sur ta page de couverture, c'est vrai que tu as fait l'effort de respecter globalement sa présentation, mais les éléments sont centrés, normalement sur cette page-là. Donc, je t'invite à aller jusqu'au bout dans l'application des règles. D'accord? Par exemple, tu as mis le nom, ton nom et le nom de ton directeur alignés à gauche. Or, c'est centré normalement sur la page de couverture. Et j'ai l'impression que le logo n'est pas centré sur ta page de couverture. Donc, je t'invite à corriger ces éléments-là. Toujours sur le plan de la forme, Monsieur le Président, il y a des éléments qu'il doit vraiment, un effort qu'il doit faire pour donner des titres à ces illustrations, que ce soit les tableaux, c'est très riche et j'apprécie beaucoup, mais une illustration, c'est un titre, un corps et une source. Donc, il faut respecter les trois. Il ne faut pas mettre tableau 1 et puis il n'y a pas de titre derrière. Ou graphique 1, il n'y a pas de titre derrière. Non. Et le titre ne peut passer immédiatement, c'est dans l'intitulé graphique 1, point, on met le titre. Ce n'est pas ailleurs. Donc, je t'invite à revoir ton document et à vraiment ajouter ces éléments-là. Ils sont là, mais tu les mets en désordre. Ce n'est pas normal. Autre élément sur le plan de la forme, toujours pour t'aider à améliorer ton texte, et il y a une utilisation abusive de majuscules dans le texte. Par moment, même dans tes citations, tu mets le nom de l'auteur en majuscule. Et ailleurs, normalement, tu écris normalement. Donc, selon le canevas de l'IS, il faut écrire le nom de l'auteur, même dans les références, normalement. D'accord? Donc, je t'invite à améliorer cet aspect-là également. Il y a un autre problème, c'est un petit problème de ponctuation. Attention, je vois les étudiants, ils font ça souvent, mais on ne peut pas mettre point, donc point, on dit point final, et puis on ouvre les parenthèses, on met la référence. Non, la référence, c'est avant le point final. Donc, de cette manière-là, si on a mis point, ce qu'on va écrire par la suite ne concerne pas cette phrase. Or, rien n'est plus faux. Donc, j'invite l'étudiant à relire son texte tranquillement, tranquillement et à corriger ces anomalies. Sur le plan de la forme, toujours, Monsieur le Président, alors j'ai bien aimé sa volonté, en tout cas son effort de respecter ou d'exécuter le plan standardisé proposé dans le canevas, à savoir il a fait à chaque fois les chapeaux qu'il faut, chapeau pour annoncer le chapitre, chapeau pour annoncer la section, c'est très bien, je trouve en tout cas, c'est très bien, sauf que dans le canevas, on prône ce qu'on appelle la règle de l'équilibre. Et cette règle, ça montre une certaine capacité à dominer son sujet. Donc, quand on regarde bien, certes, son texte, dans son texte, il y a
il y a, on peut dire, des éléments intéressants. Hein? Par exemple, quand on compare la conclusion avec l'introduction, déjà, on voit une grande différence. L'introduction fait 6 pages, voire 7 pages, alors que dans sa conclusion, ça fait 2 pages, 3 pages. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème d'équilibre. Il y a un problème d'équilibre également quand on considère le chapitre 1 qui fait 17 pages, tandis que le chapitre 2 fait 9 pages, soit 6 pages, hein, 8 pages en plus, hein, presque le double. Hein. Donc, il faut faire un effort d'aller vers l'équilibre, parce que le 4e chapitre, pareil, fait 9 pages. Donc, quand j'ai bien regardé à l'intérieur, on voit qu'il y a des éléments qu'il aurait dû peut-être faire de l'économie au niveau du premier chapitre et de reporter certains éléments dans le 2e chapitre, et pareil entre chapitre 2, chapitre 3 et chapitre 4. Donc, quand on parle de la règle de l'équilibre, c'est une règle d'hygiène. Il y en a 2 règles d'hygiène. Il y a la règle de l'équilibre et la règle d'uniformité. Si on a commencé à présenter quelque chose d'une manière, ça a la règle d'uniformité. Si on est saint d'esprit, on doit continuer de la même manière. Hein? Et là, pour la règle d'uniformité, il l'a respectée, mais il a péché contre la règle de l'équilibre. Toujours sur le plan de la forme, j'inviterai l'étudiant à revoir et on va dire la bibliographie. Même si c'est très riche, on voit, on le reconnaît, on apprécie l'effort. Il y a des références assez intéressantes, mais il faut appliquer, hein, à la lettre, parce que c'est le style arrêté par le conseil académique, c'est le style APA. Il faut appliquer et puis éviter les doublons, éviter des références incomplètes, hein, parce qu'une référence doit être complète dans la bibliographie. C'est-à-dire tous les éléments servant à identifier le texte, hein, nom, éditeur, date, etc., titre, etc., mais tous les éléments doivent être vraiment pris en considération. Dernier élément sur la forme, et ça sert de transition pour aller vers une analyse critique du fond du travail, c'est l'absence d'annexe. Et pourtant, il a utilisé un certain nombre. Il a même été collecté des données. Il a dit clairement qu'il a interrogé plus de 300 personnes. Très bien. Mais dans le texte ou en annexe, il faut mettre les outils qu'on a utilisés. Hein? Questionnaire, guide d'entrevue. Si on a utilisé ces outils-là, ces instruments-là, il faut les mettre en annexe. Ça donne au lecteur une idée de quelles sont les questions que toi-même tu avais posées et est-ce que ça correspondrait à ce que toi-même tu voulais faire exactement. Voilà, sur la forme, je pense qu'on a tout dit. Sinon, il a fait un effort pour appliquer les choses, même s'il lui manque quand même, il doit vraiment aller jusqu'au bout. C'est comme on dit des 10 commandements. Si on pêche contre un seul, eh bien, on est coupable de l'ensemble des 10. Vous imaginez? Hein? Vous arrivez à respecter 9 commandements. Et puis, il y a un 10e qui vous met vraiment en bêtise. Donc, voilà. Et une règle ou les règles doivent être appliquées à la lettre. Sur le fond maintenant, je trouve que le fait de présenter ton résumé des éléments intéressants, par exemple, tu as mis les éléments de contexte, les objectifs et l'approche théorique que tu as utilisée, c'est très bien. Mais qu'en est-il de ton échantillon?
il faut aussi clairement dire, et il faut vraiment annoncer clairement, même précisément, ton échantillon et justifier aussi. Si tu as utilisé un instrument ou plusieurs instruments, il faut le dire aussi. Hein? Il faut nous donner une idée sur les principaux résultats également. Hein? Qu'est-ce que tu as trouvé? Qu'est-ce que ce travail a permis de démontrer? Donc, en résumé, c'est comme si la personne qui lit le résumé connaît le document, hein, et peut se mettre à faire... Bon, ce n'est pas suffisant, mais si la personne a une grande culture sur le sujet, la personne est à même déjà de faire un petit débat sur ton texte. Donc, il faut ajouter ces éléments-là dans ton résumé. Donc, ton introduction, je trouve que tu es très abondant. Hein? Il faut, parce que tu as 7 pages, grosso modo, 6 pages, hein? Et tu aurais pu éviter des répétitions. Hein? Donc, ton introduction, dans ton introduction, il y a beaucoup de, en tout cas, de répétitions, de redondances. Hein? Donc, il faut relire et préciser les choses, même si on reconnaît que tu as bien formulé, en tout cas. Et puis, j'aurais une question. J'allais dire, ce qu'on dit aux étudiants, surtout en licence et en master, c'est pour ne pas confondre les choses, de se poser une question, la question de recherche, point. D'accord? Et ne pas se poser un certain nombre de questions à tel point où on serait un peu confus et perdre de vue vraiment la question de recherche. Qu'est-ce qui intéresse vraiment? Qu'est-ce qui est vraiment... Parce que la question de recherche, c'est vraiment l'élément central du travail. Maintenant, tu en as 2. Et merci de nous préciser quel est, parce que tu n'as pas établi un ordre. Or, dans un travail, peu importe le nombre de pages, peu importe le niveau, peu importe je ne sais quoi, il n'y a jamais de question de recherche. Jamais. Il peut y avoir plusieurs questions. Il y a toujours une question de recherche, donc question principale si vous voulez. On peut avoir des questions secondaires qui éclairent, qui permettraient de faire, si vous voulez, d'approfondir l'analyse, mais jamais de questions de recherche. D'accord? Parce que, voilà, donc j'ai une première question, merci de nous préciser en réalité quel est le problème de recherche ou la question de recherche en réalité dans ce que toi-même tu as démontré. J'ai cru comprendre, hein? Je vois là où tu as péché, mais je préfère t'écouter avant de pour voir si au moins tu as bien compris ce que tu as fait. Au niveau de ton cadre conceptuel, c'est riche. Tu as abordé les notions de base, hein, par rapport à ton sujet. Tu as parlé de la pauvreté, de la microfinance, de l'exclusion bancaire. Et c'est très bien, je trouve que c'est très bien fait. Les références sont variées, même s'il y a certaines références, j'aurais bien aimé voir, mais bon, hein, surtout au niveau local, hein, parce qu'il y a quand même des travaux. Hein. Non seulement les étudiants avant vous, hein, c'est une thématique très travaillée, hein, depuis 2 ans maintenant à l'IUS, hein, en master. Donc, on aurait pu avoir quelques références au niveau local, ce qui pourrait t'aider à vraiment préciser la valeur ajoutée, même si je vois la valeur ajoutée. Moi, par rapport à la littérature, je peux très bien placer ton travail pour dire ce que ton travail apporte, contrairement à ce qui existe déjà. Mais tu dois le faire déjà dans ton texte. Donc, tu passes en revue ce que les autres ont fait pour montrer ce qu'ils n'ont pas fait. Là où ils ont péché, le vide, pour constater le vide dans la littérature. Et même sur le plan empirique, eh bien, à ce moment-là, tu te proposes, c'est là. Mais je ne vais pas te dire, c'est à toi aussi de clairement dans le texte, de démontrer que ton travail vraiment apporte un élément nouveau.
Hein? Je ne vais pas t'embêter trop, hein, mais j'aurais pu te demander, et si jamais tu as la réponse, tant mieux. Hein? Si tu ne réponds pas, ce n'est pas grave. J'aurais pu te demander par rapport à tout ce qui, en tout cas, existe comme littérature locale sur le rapport entre microfinance et développement économique, hein, voire même réduction de la pauvreté, hein, et comment est-ce que, quelle est la valeur ajoutée par rapport à cette littérature de ton travail? Hein, qu'est-ce que ton travail permet de démontrer et que les autres travaux avant toi n'ont pas su permettre, hein, clairement de démontrer cet état de fait. J'espère que tu as bien noté. Donc, au niveau historique, au niveau théorique, même si c'est la littérature générale, oui, c'est très bien. OK. Comme je t'ai dit, il y a une littérature locale, hein, sur cette question de développement, hein, développement ou lutte contre la pauvreté, développement économique, microfinance, il y a des travaux. À l'IUS, il y en a déjà. Hein, je me rappelle, dès la première année, il me semble qu'il y a pas mal d'étudiants qui ont, et leur mémoire se trouve dans la bibliothèque de l'IUS. Voilà. Alors, chapitre 2, c'est là où tu vas mettre l'emphase sur Jacmel. Et c'est très bien. Hein, je trouve que tu as bien posé ton cadre d'analyse à ce niveau-là. À la fois les variables indépendantes et les variables dépendantes, tu as bien défini les choses. Hein, on se réfère à les pages 26, 27 dans ton document. Il y a des éléments très, très intéressants. Tu as bien annoncé ta méthodologie aussi. Hein, oui, bon, questionnaire, entretien, focus group, même si on demande, bon, voilà, tu as dit aussi que tu comptais interroger 360 personnes. Bon, c'est vraiment, bon, par rapport au contexte, par rapport à ce qui se passe, je trouve que c'est un très bon effort déjà parce que, voilà, donc c'est pas évident aujourd'hui de pouvoir vraiment aller sur le terrain collecter. C'est déjà pas mal. Même si tu avais plus de données, ça aurait pu vraiment t'aider davantage à faire de généralités. Mais là, tu ne vas pas pouvoir, d'autant plus que comme point faible, eh ben, tu parles d'un échantillonnage non probabiliste. Donc, c'est à toi de juger. Mais donc, la question, c'est pourquoi ce choix? Hein? Pourquoi tu as choisi de faire, voilà, hein? Je connais les limites. Hein? Ben, je veux bien voir si toi-même tu as bien compris les véritables raisons et que tu as ce que tu n'as pas totalement justifié dans ton texte. Et puis, tu n'as pas annoncé les techniques utilisées pour analyser, hein, tes données, pour exploiter ces données-là que tu as collectées. Ce serait bien si tu peux vraiment justifier. On est toujours dans la justification. Hein. Alors, ton chapitre 3, il y a ce qu'on appelle les résultats. Et je trouve à ce niveau-là, tu as fait encore un effort. Hein? Alors, tu as bien défini les profils, tu as présenté quelques concepts clés et les données, tu as hein, on a déjà fait remarquer que les titres de chaque illustration, hein, tu as tableau 1 par exemple, titre immédiatement après, tableau 2, etc. C'est pas maintenant, donc tu dois nettoyer, même s'il y a, c'est très riche, hein, les données empiriques qu'on a appréciées, donc les figures, tableaux bien construits, hein, parce que les figures sont bien présentées, d'accord, c'est vrai, mais ton analyse reste très descriptive, pour ne pas dire trop descriptive. Tu aurais pu, là, peut-être, ton directeur, il n'a pas voulu, je ne sais pas, hein, insister trop, peut-être, mais tu aurais pu avoir des tests pour valider des hypothèses.
tu as fait tel test et à partir de ce que le résultat aurait donné, eh ben, tu peux dire que voilà, ton hypothèse est vérifiée dans tel sens, plutôt que de tout simplement considérer une analyse descriptive et dire, voilà, dans quel sens l'hypothèse est vérifiée. Alors, je me réserve le droit de ne pas te proposer de modèle, sachant que tu aurais beaucoup de mal à... voilà, donc je te laisse avec ton directeur qui doit pouvoir te permettre de tester et de montrer, parce que ça peut être, je prends un exemple d'analyse qualitative, quand on fait un tableau résumé qui prend en compte les principaux résultats et qui permettent de confronter ces résultats afin d'aboutir à une interprétation générale pouvant permettre de dire si oui ou non il y a tel élément de vérifier ou pas. C'est un exemple. Ça, c'est pour quand on a des difficultés avec des logiciels, en tout cas statistiques pointus ou économétriques, on peut aussi utiliser cette possibilité. Et là, il faut avoir une grande capacité d'analyse et d'interprétation pour pouvoir vérifier l'hypothèse. Donc, voilà un peu ce que... c'est comme dans ton chapitre 4, tu restes vraiment dans un style très narratif, avec beaucoup de répétitions, tu ne prends pas assez de recul, tu ne mets pas l'emphase, tu ne fais pas d'analyse comparée avec ce qui se passe ailleurs, alors que dans ton travail, tu as déjà présenté des théories qui viennent d'ailleurs. Ça veut dire que tu aurais pu, à la fin, faire appel à cette théorie-là pour mieux apprécier les résultats que tu as pu obtenir. Donc, voilà ce qu'il faut. J'ai déjà posé mes questions. Je rappelle qu'il faut revoir ou préciser les choses dans le résumé. Dans l'introduction, il faut réduire la longueur et éviter les répétitions pour vraiment... il y a des répétitions, il y a des citations excessives. Il faudra analyser à un moment donné, puisque tu utilises l'idée des autres. Donc, synthétiser d'une certaine manière. Voilà, donc au niveau des éléments théoriques, il faut prendre en compte la littérature locale, ce qui manque. Voilà, donc en gros, ce que je voulais, sur quoi je voulais attirer l'attention de l'impétrant, de Salomon. Voilà, et il peut répondre à mes questions et je m'arrête là, Monsieur le Président. Merci. Merci, Monsieur le rapporteur, pour ces remarques. J'espère que l'impétrant a bien noté, parce qu'il y a eu des remarques assez importantes sur lesquelles il doit réfléchir et raisonner. Oui, l'impétrant a pris quelques largesses avec les règles du jeu, surtout à partir du chapitre 2. Alors, dans le chapitre 1, il utilise bien les sections et les paragraphes. Et puis, à partir du chapitre 2, il prend ses aises. Il n'y a pas de section, il n'y a pas de... chapitre 3, il prend ses aises. C'est-à-dire, en un mot, j'ai pu comprendre qu'il nous disait, bon, vos méthodes, c'est bien beau, je le mets au chapitre 1, mais à partir du chapitre 2, je n'en ai rien à faire. J'utilise ma propre numérotation. Alors, je profite pour lui dire que si on était là pour accepter les numérotations de chaque étudiant, les pratiques de chaque étudiant, les préférences de chaque étudiant, l'IUS qui a plus de des centaines et des centaines d'étudiants, eh bien, on n'allait pas s'en sortir. Il y a un établissement, une règle, point. C'est point. Si on ne la respecte pas, alors je te le dis déjà, c'est pour que tu penses à corriger ton travail, parce que tant que ça ne sera pas clairement défini, suivant les règles, non pas des miennes ni des tiennes, mais suivant les règles de l'établissement, tu n'auras pas ton parchemin de diplôme. Je préfère te le dire. Je pense que tu le sais déjà. Alors, oui, il y a ces remarques-là, et il y a aussi
pas mal de déséquilibre de temps en temps, mais en fait, toutes les remarques qui ont été faites de forme, je crois que ce n'est pas la peine que je les répète. C'est juste je vais poser une question. Je trouve que tu n'as pas suffisamment pris en compte le fait qu'il y ait 60%. Pourtant, tu as interrogé pas mal de monde, 360, si mes souvenirs sont bons, c'est pas mal du tout. Hein, c'est pas mal du tout. Il faut les trouver, les 360, et trouver les réponses surtout. Pour 300 et quelques, c'est pas mal. Mais c'est dommage déjà, mais ça a été dit, que tu n'aies pas mis en annexe les questionnaires, hein, les questions que tu as posées. Quand tu utilises le questionnaire, il faut nous dire les questions que tu as posées quand même. Et là où tu nous les dis, c'est en annexe. Et là, on voit les questions qui sont posées. Mais on ne peut pas dire qu'on travaille sur un questionnaire et on ne connaît pas les questions. On ne les voit même pas en annexe. Donc, il faut les mettre. Ensuite, tu dis qu'il y a 60% si on fait pas facile et très peu. Enfin, il y a au moins 60% des interrogés qui disent que ce n'est pas facile. Mais tu ne développes pas cette partie-là pour nous dire discuter ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pourquoi ils ne trouvent pas ça facile, le crédit? Pourquoi et quels sont les remèdes pour ces 60-là? Parce que quand on a 60 personnes qui trouvent ça pas facile, 60% qui trouvent que ce n'est pas facile, ça fait une belle population. Donc peut-être que c'est là où il y a la niche à travailler. C'est là où il y a une niche et on les connaît bien, approfondir les questions pour pouvoir trouver comment les rapatrier dans le microcrédit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu vois, c'est un peu ça que j'aurais dit sans pouvoir allonger les débats. Je veux entendre le directeur de mémoire, hein, qui est très patient, qui est là, qui attend tranquillement son tour. Alors, Erol, Elisabeth, Oui. tu voudras bien... Je passe tout de suite la parole au docteur Erol Elisabeth. Merci, professeur Salimène. Alors, juste quelques mots. On a commencé à travailler réellement sur le mémoire autour d'avril. Donc, il y a une première version. C'est bien ce que je disais tout à l'heure. Excuse-moi. Il dorme entre octobre et mars-avril et il se réveille en avril. Voilà, c'est ça. OK. Continue. Donc, il y a une première version que j'ai reçue en avril où j'ai beaucoup travaillé sur la forme. Donc, j'avais deux grandes remarques sur ce premier travail. L'organisation du texte et donc la forme globalement qu'il fallait améliorer sur la syntaxe, sur la représentation. Et deux, sur une comparaison, je pense que c'était opportun, pas forcément que ce soit la thématique de recherche principale, mais qu'on a une comparaison avec une autre zone de microfinance. Et j'avais proposé sur la partie Afrique de l'Ouest. Donc, ça a été évoqué à 2 ou 3 reprises dans le texte, mais je pense que ça aurait pu avoir aussi un peu plus d'analyse comparée avec la situation à Haïti. Surtout qu'il y a beaucoup de ressemblances sur des populations de taille similaire, notamment sur des populations entre 10 et 15 millions de personnes. Donc, ça, c'est pour... la façon dont ça a été fait au départ. Donc, on a eu une deuxième révision du texte autour de juin, si je ne me trompe pas, et une troisième version, donc assez récemment, ça fait quelques semaines, mais qui était essentiellement sur des questions de forme, puisqu'il y avait encore des éléments qu'il fallait corriger. Donc, je lui ai proposé en correction. Donc, voici un petit peu comment le travail s'est réparti sur les 4 mois et demi. Globalement, je pense que la thématique a été plutôt bien abordée. Par contre, effectivement, il manque un peu d'analyse sur les résultats de l'enquête. Donc, je partage votre vision sur le fait qu'il faille aussi argumenter un petit peu ces résultats et faire en sorte que le travail de Salomon puisse, son travail personnel, pas seulement son travail d'analyse, mais son travail de terrain, qui est pas forcément facile, son travail pour dépouiller les résultats puisse être un peu mieux rendu dans le document final. Donc, voici un petit peu les éléments que je pouvais vous apporter sur le parcours de Salomon. Merci, docteur Elisabeth. Oui, effectivement, et c'est ça où il pêche par sa négligence. Quand on travaille comporte du questionnaire, des enquêtes
Ça, c'est très ingrat, c'est pas facile. C'est des tâches très, très ingrates. Quand on fait un travail aussi ingrat et qu'on le saccage, en ne fouillant pas jusqu'au bout, en ne mettant pas le questionnement, on saccage son propre travail. Pourquoi? Parce qu'à la fin, comme on s'est endormi pendant 6 mois, on a pris du temps, donc on est pressé à la fin. Et on oublie et on ne récolte pas tous les fruits de ce travail ingrat que demande une enquête, une enquête de terrain. Et c'est ça qu'ils ne se rendent pas compte que les perdants, c'est eux dans cette affaire. C'est eux les perdants. Voilà, donc Salomon, tu réponds aux différentes remarques et questions qui te sont posées. Et puis, je vais voir si les autres membres du jury ont d'autres questions à te poser. Alors, je vous dis déjà merci pour les remarques et pour les questions. Alors déjà, j'ai 3 questions de docteur Providence en tant que rapporteur. Et voilà. Et la première question, c'est de préciser le problème de recherche. Alors, effectivement, tout travail de recherche comporte une seule question de recherche. Par conséquent, moi, non seulement j'ai une question principale, la question principale a été formulée: comment et à quelles conditions la microfinance contribue effectivement à la lutte contre la pauvreté? Alors, c'était exactement la question principale, suivie d'une autre question secondaire qui a été formulée: quels sont les mécanismes à mettre en place pour répondre aux besoins financiers de la catégorie négligée? Alors, le problème, c'est que, étant donné que la pauvreté existe, il est vrai que la microfinance, de part de sa mission, se penche vers cette catégorie qui est vraiment de la nécessité, mais cependant, par rapport à sa politique, elle ne peut pas prendre en compte tous les gens pauvres et dans toute sa globalité. En raison, parce que la microfinance, elle veut aussi sa pérennité, et de plus, à côté de sa politique, elle a pour objectif d'augmenter son capital, d'augmenter son revenu. Alors, l'activité ou le service de microcrédit qu'elle dispose, c'est qu'elle est aussi à la recherche du revenu. Maintenant, en ce sens, est-ce que la microfinance, effectivement, peut répondre aux besoins des gens vulnérables? Alors, ça, c'était le problème de recherche. Et en réponse, non. Parce que la microfinance ne peut pas remplacer l'État. C'est vrai, elle apporte sa part de contribution, mais elle ne peut pas effectivement remplacer l'État. Voilà. Et alors, c'était ça ma réponse. Et pour la deuxième question, c'est: qu'est-ce que mon travail permet de démontrer? Bon, en partie, et il paraît que j'ai réponds en quelque sorte, et d'une part, de la première réponse. Et mon travail cherche à démontrer qu'il y a des gens ou des pauvres qui ne sont jamais été touchés par quelqu'un en termes alors on peut dire que personne ne survole aux besoins des pauvres, extrêmement des pauvres, parce que cette catégorie-là, elle n'a pas de garantie, elle n'a rien et absolument rien, elle n'a pas même des idées d'entrepreneuriat, elle n'a pas
des idées d'entreprendre une activité quelconque qui peut générer en quelque sorte de revenus. Maintenant, je pense que cette catégorie-là a besoin de support, elle a besoin d'encadrement, soit sur le plan financier, soit sur le plan éducationnel. C'est ça. Et pour la troisième, bien entendu, question, pourquoi le choix d'échantillonnage se fait au juge? Alors, je fais ce choix d'échantillonnage, c'est dans le but d'exploiter le temps, parce que le temps qui m'est réservé paraît tellement court. Eh bien, pour aller plus rapide et pour aller exactement aux cibles de mon travail, c'est pourquoi je fais ce choix d'échantillonnage, parce que avec ce choix, je pourrais aller directement où se trouve la niche. Par exemple, et à Jacmel, il y a bien entendu 3 marchés publics. Eh bien, je profite de ces marchés-là pour identifier rapidement mon cible et afin de les interroger. Alors, c'était ça. Et encore, pour la troisième réponse. Alors, je ne sais pas si c'est satisfaisant. Tu as répondu à tout le monde, là? Et bon, et à part de ça, est-ce qu'il y a d'autres questions? Et... Mais moi, je t'ai demandé pourquoi tu n'as pas fouillé les 60%. Je trouve que la réponse n'est pas convaincante. Et bon, effectivement, vous avez fait une très belle remarque et concernant les gens qui ont répondu que l'accessibilité aux services de microfinance, c'est un peu difficile, mais c'est difficile, effectivement. Et bon, alors, je pourrais dire, alors c'est une opportunité ratée, bien entendu. Alors, je le devrais faire, mais pourtant, je ne sais pas le faire. Alors, je pense, et avant même de déposer le document final, alors, je pourrais revenir là-dessus. D'accord. Il y a le docteur Providence qui avait levé la main. Je lui passe la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Au fait, c'est pour dire à l'étudiant, même si on pose des questions, il donne des réponses, c'est dans le texte qu'il doit justifier les choses. D'accord? Donc, ce n'est pas justifié dans ton texte, que ce soit sur ton échantillon, pourquoi ces choix, comment et tu vas faire pour analyser les données et tout. Tu ne donnes pas de justification dans ton texte. D'accord? Donc, tu as répondu là, bon, j'accepte ta réponse, mais il faut le faire dans le document. D'accord? Donc, parce qu'un lecteur, quand il aura ton document en main, j'imagine les autres étudiants, les autres, les plus jeunes, quand ils auront ton document dans la bibliothèque de l'IUS, eh bien, tu ne seras pas là pour à chaque fois répondre à cette question. D'accord? Donc, c'est dans le texte qu'il faudra justifier les choses. Merci, Monsieur le Président. Merci, Président. Monsieur le docteur Providence, je suis président de l'IUS, mais là maintenant, c'est moi le président. Oui, alors, Erol, est-ce que tu as quelque chose à ajouter là? Non, à partir de maintenant, non, je pense qu'il faut qu'il puisse prendre en considération toutes les remarques qui ont été proposées et puis qu'il puisse améliorer son texte très rapidement pour qu'on puisse avoir un document stabilisé et de qualité pour qu'il puisse être déposé à la bibliothèque. Est-ce que tu as discuté avec lui des critères, le KYC et tout ça qui pose problème dans l'intégration, dans l'insertion
de la pauvreté dans l'économie, pour les sortir dans l'extrême pauvreté. Est-ce que vous avez eu le temps de parler de ça, non? On a parlé, on a échangé un petit peu sur les questions de l'informel, donc qui était un vecteur de développement qui était en marge de la loi, mais qui était accepté. Mais on n'a pas été jusqu'à la question des KYC, donc toute la partie conformité qui est liée aux banques et qui empêche une partie du secteur informel d'accéder au microcrédit. C'est ça, qui est le vrai problème. Et est-ce que ce n'est pas par là qu'il y a l'explication des 60% qui trouvent ça difficile? Ben, c'est à mi-chemin entre le KYC et la partie éducation financière. Effectivement, il y a quelque chose entre les deux qu'il faudrait essayer de creuser. Alors, pas forcément dans ce travail-là, mais il y a quelque chose qu'il faudrait essayer de creuser entre l'éducation financière et la conformité qui est demandée pour l'accession au crédit, au microcrédit. Effectivement, il y a peut-être une relation entre les deux qu'il faudrait essayer d'identifier. Oui, effectivement, ça c'est pas dans ce travail qu'on va fouiller cette question, mais c'est un problème, il faut qu'ils le sachent, ça, puisque les gens peut-être qu'ils pensent que c'est difficile sans savoir qu'il y a un certain nombre de contraintes qui empêchent de rendre les choses, je dis pas faciles, mais un peu moins difficiles. Ouais. Président Christophe Providence, tu as quelque chose à dire? C'est encore une fois pour interpeller Wall, puisque je sais qu'il est intéressé à plusieurs titres. Donc, ça aussi, les outils peut-être utilisés, surtout les outils numériques, utilisés par les institutions, peuvent être des freins également. Parce qu'on aura beau dire qu'on cherche à développer la microfinance, mais si on n'est pas outillé pour ça, ben on se retrouve face à des limites fort rentables. Parce que, voilà, donc peut-être, oui, on ne va pas demander à l'étudiant de refaire son travail, mais parmi les limites, il peut aussi, ou les pistes à explorer, peut-être de voir comment est-ce que, non seulement ce qu'on disait là à l'instant, mais aussi le fait que le système en Haïti, c'est un système un peu spécial, où il y a tellement de barrières, tant sur le plan technologique que sur le plan légal. Et ça peut aussi, malheureusement, limiter l'impact que ces institutions-là auraient dû avoir dans la vraie vie. Et autre chose, c'est que comme il y a un problème de confiance qui s'installe, les institutions sont prisonnières de ce cadre dans lequel elles sont appelées à évoluer. Et donc, ça aussi, ça peut constituer un frein en tout cas, à un véritable, en tout cas, à développer la microfinance comme un outil vraiment efficace de lutte contre la pauvreté. Ça aussi, c'est... Donc, c'est peut-être de dire à la fin que nous avons abordé ça, mais on reconnaît qu'il y a des éléments pour les travaux futurs qui seraient intéressants à aborder, notamment ça. Voilà, Monsieur le Président, voilà, merci pour... je pense que c'est mon dernier mot. Voilà, merci. Merci, Dr. Providence. Hérol, ça va pour toi? Oui, c'est bon, j'ai noté. Je vais faire un petit retour avec Salomon et on va améliorer le document. Parfait. Salomon, est-ce que tu as un dernier mot à dire aux membres du jury? Bon, en premier lieu, j'aimerais bien remercier mon épouse qui suivit, bien entendu, cet exposé. Et je vous remercie pour votre professionnalisme et pour les conseils que vous venez de me prodiguer. Et merci pour l'IS qui m'a offert cette opportunité. Et c'est bien. Et merci encore une fois. Parfait.
Eh bien, je lève la séance de cette soutenance et je demande d'arrêter l'enregistrement parce que je vais passer la parole